Mes salutations, mon nom est Jean-Jacques Lapierre et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette émission culturelle importante. Et aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, un grand sculpteur. Guy Pierre, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Ben, merci. Oui. Guy Pierre, tu es encore très jeune, tu fais très jeune, tu caches bien quand même ton âge. 60. 60 ans. Oui. 4 janvier. 4 janvier, oui. Alors, écoute, Guy Pierre, ça fait longtemps que tu fais de la sculpture? 41 ans. 41 ans? Mais tu as 60 ans, véritablement, c'est vrai? Oui. Incroyable. Quelle est ta recette, quoi? Bon, on fait de la sculpture. De la sculpture, c'est bon. Ah, ben c'est formidable. 41 ans que tu fais de la sculpture. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la sculpture? Ah, j'ai toujours... moi, je regardais les nuages. Oui. Bon, puis, quand même, c'est important comme d'autres, quand même. Surtout dans la nuit, quand même. Puis j'avais la chance d'avoir... mon père avait beaucoup d'encyclopédies, puis des revues d'art. D'art, oui. Puis Rodin était mon mentor. Oui, d'accord. Et puis j'ai commencé à faire de la sculpture, c'est ça, quand j'étais en sciences pures et appliquées. Ah bon, ça donnait ça, tu dirigeais automatiquement vers ça, oui. Oui, puis je voulais devenir architecte. Ah bon, quand même. Puis c'est ça, puis en fin de compte, après ça, j'ai bifurqué à l'École du meuble et du bois ouvrier et il y avait des cours extra-curriculum vitae que j'ai suivis pendant 3 ans. Oui. Par la suite, j'ai été 1 an à Saint-Jean-Port-Joli. Ah, Saint-Jean-avec-les-Bourgault, quoi? Oui, avec Roger Bourgault, Nicole Bourgault et Maurice Harvey. Oui, Maurice Harvey, oui. J'ai beaucoup appris là-bas. As-tu participé au Jardin de la sculpture là-bas, non? C'est que quelques années plus tard que j'ai participé au Symposium international de sculpture. Oui! En même temps que mes professeurs. En même temps que tes professeurs, puis tu as gagné le prix, je suppose, à l'heure de tout, non? Il n'y avait pas de prix à ce moment-là. Il n'y avait pas de prix, Oui, c'était la participation qui était importante. Puis, justement, c'est la première fois que j'ai fait une sculpture qui représentait la famille. Ah, regardons ça. Un relief, quoi, ou une sculpture pure? Non, c'est en ronde bosse dans une bûche de 8 pieds de haut. Ah, 8 pieds de haut. Oui, et puis... un rond de bosse, explique-nous là, qu'est-ce que c'est qu'un rond de bosse, quoi. Un rond de bosse, c'est comme la sculpture que vous avez derrière vous. Oui. Et puis... un rond de bosse, c'est un 3 dimensions. D'accord, oui. C'est pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est les gens. C'est une sculpture traditionnelle, conventionnelle quand même. OK. Ben, tu peux avoir un rond de bosse aussi en art abstrait. Oui, en art abstrait, oui. Ah, ben. Et ça tu m'as dit que tu avais passé 1 an à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Et puis, ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Après ça, je suis allé faire des expériences dans l'Ouest. C'est là que j'ai commencé à donner des cours de sculpture. Dans l'Ouest? Oui, dans l'Ouest canadien, à Edmonton. Edmonton, n'a pas le temps. Regardons ça. Puis, c'est là que j'ai commencé à donner des cours. Puis après ça, je suis revenu, j'ai resté dans l'Outaouais pendant, 15 ans, 18 ans. Puis par la suite, je suis arrivé à Laval en 2000, je crois. Ah bon? Puis c'est depuis ce temps-là que je demeure ici à Laval. À Laval. Dans Laval-des-Rapides, je crois? Oui, c'est ça. Dans Laval-des-Rapides, bon, c'est bien. Tu demeures à Laval. Maintenant, est-ce que tu as pris entre ça? Est-ce que tu as toujours été autodidacte ou bien si tu as suivi des cours, à part les frères Bourgault quand même, qui étaient d'excellents professeurs? Bien, ça aide beaucoup d'être autodidacte parce que... parce qu'on peut faire nos propres créations, nos propres expérimentations. Mais c'est sûr que pour faire de la sculpture, il faut avoir de la technique. Puis plus on a de technique, plus on développe notre créativité. Puis plus on a de créativité, plus ça nous force à développer des techniques. Ah oui? OK. Oui, c'est comme un cheminement. Ça, en fin de compte, c'est un peu mon cheminement. Puis tantôt, je disais que je regardais souvent les nuages. Oui. Alors, c'est ça. Moi, quand je fais une sculpture, je suis vraiment dedans. Là. Okay. Je suis vraiment concentré. Puis. Tu es dans ta bulle. Oui, c'est ça. Parce que je deviens la sculpture. OK. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Maintenant, est-ce que tu as beaucoup de communication avec les autres sculpteurs?
Moi, je fais partie du Conseil de la sculpture du Québec. OK, d'accord. Et puis, d'ailleurs, on a fait des symposiums. On a participé à des symposiums, un à Boisbriand. Récemment, l'été passé, à Lac-Mégantic, par rapport au... on a fait 47 sculptures par rapport à la tragédie du Lac-Mégantic. Oui. Et puis, moi, j'ai fait une sculpture qui représente un couple d'enfants qui sont sur une sphère et puis qui qui se lancent vers une étoile filante. Ah bon? Oui. C'est intéressant. 8 pieds de haut encore. Là. Est-ce que c'était subventionné, quoi? Ou bien c'était... Oui, c'était un contrat qu'on avait avec la municipalité de Lac-Mégantic, mais qui était parrainé par le gouvernement fédéral, surtout. Mais toi, tu fais uniquement de la sculpture sur bois. Ah non? Non? Non! Ah non. Conte-moi ça. Comme la sculpture sur bois, la sculpture que j'ai amenée ici, Oui. c'est un bronze. C'est un bronze, oui. Puis ça, c'est la maquette. Ah bon? Ça, c'est la maquette, même si elle a 3 pieds de haut. Oui. C'est la maquette pour une sculpture que je suis en train de réaliser devant le centre jeunesse. Oui. En bois. En bois. En peuplier de Quel centre jeunesse? Ici à sur, Laval? sur Cartier, là. Sur Cartier, oui, oui. Celui D'accord. du provincial. Alors, toi, tu veux me dire que la sculpture que tu nous présentes ici actuellement, Oui. ça, c'est un petit modèle que tu vas reproduire à une hauteur de quelle grandeur environ? 12 pieds. 12 pieds de haut? 3,65 mètres. Eh là là! Et puis, mais ça, Environ une tonne sec. elle va rester en bois quand même. Oui, mais c'est Sur quelle sorte de bois? peuplier deltoïde. Bon, c'est facile à trouver, ça. On a ça partout dans nos cours, quoi. Oui, dans la région de Montréal, Oui. oui, c'est parce que ça devient, comme celui que je travaille, il y a 5 pieds de diamètre. 5 pieds de diamètre. Oh, oui. Eh là là. Pas de circonférence. Ça en prenait un en bonne santé? Comment tu as fait pour transporter ça? Moi, je l'ai juste fait déplacer par une compagnie de Laval. Oui. Qui m'ont fait ça gracieusement. Et puis, ils l'ont déplacée. Et puis, au mois de juin 2016, elle va être terminée. Puis, j'en suis encore à me chercher des places pour l'exposer à l'intérieur. Alors, donc, c'est un appel actuellement là, aux industries, aux marchands. D'abord, il y a une belle sculpture à vendre, je suppose. Ensuite, deuxième des choses, un endroit pour l'exposer. Oui, bien, moi, c'est d'abord pour l'exposer. Oui, pour l'exposer, oui. Oui, parce que c'est ça, il faut que ça soit à l'intérieur. Oui, oui. Puis, je cherche une place de prestige, comme j'ai essayé plusieurs fois à Laval, mais là, j'en suis à regarder du côté de Montréal, je ne sais pas, Complexe des Jardins. Oui, qu'est-ce que tu préférais? Est-ce que, mettons, le centre d'achat Carrefour, ce serait quelque chose d'intéressant pour toi, ça, quoi? Oui, ça aurait été intéressant, mais c'était trop coûteux. Ah, il te demandait de l'argent, quoi? Oui. Ah, non, quand même. Mais non, je pense que tu fournis le travail. C'est une pièce d'exposition qui... Oui, bien, c'est ça. C'est une... J'ai trouvé ça bizarre. C'est une... d'ailleurs, je pense que ça va être la sculpture sur bois la plus grande au Québec, fort probablement. Oui. Maintenant, ça va demander un traitement spécial continuellement, quand même, pour l'entretenir. Non, moi, je veux vraiment qu'elle soit à l'intérieur. À l'intérieur, Parce que le bois, on a Mais beau même faire... à l'intérieur, tu dois est-ce que tu es obligé de l'entretenir? Non, moi, j'ai vu des sculptures au Louvre qui dataient de 500 ans après Jésus-Christ, puis qui étaient en très, très bon état de conservation. Si d'un coup que le Louvre pourrait te demander de l'exposer. Oui, bien, je vais commencer par la région ici, là, d'abord. C'est vraiment une belle sculpture, hein? Il faut le dire quand même. Ah oui, c'est vraiment... Moi-même, je suis impressionné. T'es impressionné? C'est impressionnant, imagine-toi. Comment je le serais pour moi? Alors, c'est formidable. Alors, écoute, là, maintenant, tu fais d'autres choses aussi. Tu fais des plus petites pièces quand même. Tu travailles continuellement. Ah oui, mes maquettes sont plus petites parce que à cause des coûts du bronze, oui, d'accord. plus tu as le volume, plus ça coûte cher à produire. Mais celle que j'ai amenée ici, c'est pas mal dans la même moyenne, ça. Est-ce que tu coules ton bronze toi-même?
Non, je fais faire ça avec la fonderie d'art d'Inverness. Inverness, hein? Ouais, sont assez bons quand même. Ouais. Ils sont difficiles à battre, ça, quand même. Maintenant, est-ce que si les gens ont des commandes, par exemple, quelqu'un désire avoir, je ne sais pas, une œuvre spéciale, est-ce que tu peux répondre à ces commandes-là, toi? Oui, bien sûr. Mais je me réserve l'originalité. Oh oui. Oui. Comme c'est arrivé quelquefois qu'on m'a demandé des copies, mais disons que ouais, j'ai suffisamment de créativité pour produire mes... Produire d'autres. C'est formidable quand même. Ouais. Puis maintenant, comment tu vois ton avenir actuellement dans la sculpture, toi, personnellement? Ben, mon avenir, d'ailleurs, comme celle que je suis en train de faire au Centre jeunesse, c'était mon objectif de prouver que j'étais capable de faire des sculptures monumentales. Puis d'ailleurs, c'était pas ma première, mais probablement que celle-là, c'est... Elle est monumentale. Elle est très monumentale. Mais ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Ça fait 5 ans. 5 ans? Mais à mi-temps, parce que l'hiver... Ben non, l'hiver, c'est plus difficile. Oui, oui. OK. Mais elle va le terminer au mois de juin. Mais mon objectif, c'est ça, c'est de faire des contrats publics. Je suis attiré par ça. Puis, oui, ça flatte l'ego quand même d'être apprécié, hein? Oui. D'ailleurs, j'en ai déjà fait avec le Conseil de la sculpture du Québec. J'ai probablement que c'est pas le dernier symposium qu'on faisait avec Mégantic. Maintenant, crois-tu, dans la ville de Laval, crois-tu que la ville pourrait peut-être aider davantage les artistes actuellement? Crois-tu que l'effort est suffisant pour aider les artistes? Bien, disons, oui, moi, j'ai déjà eu, justement, par rapport à la grosse sculpture, j'ai déjà eu un léger soutien financier de la ville de Laval. Ça fait plusieurs années? Bien, au début. Au début, OK, d'accord. Oui. Ça fait longtemps. Et puis, mais j'aimerais ça, si c'était possible, de trouver une place à Laval pour cette sculpture-là en particulier, puis parce que c'est vraiment exceptionnel, puis c'est sûr que moi, je vais aller... Alors, on peut dire à la nouvelle administration qu'on a un sculpteur extraordinaire à Laval qui est capable de faire de belles choses, qui a besoin d'aide à un moment donné, qui a besoin de support, puis ce serait intéressant d'avoir le support de la ville. On peut dire ça. Oui, puis moi, je suis conscient qu'en même temps, c'est bon pour les deux, moi-même et la ville. Ça fait rayonner la ville, la ville quand même. Tu sais, je me rappelle plus jeune, il y avait Roussille de Vaillancourt qui faisait des choses assez bizarres, qui recevait beaucoup de publicité. Alors, toi, tu mérites quand même notre support. Puis moi, ça fait plaisir. Écoute, d'abord, un homme de 60 ans qui est aussi en forme que toi, ça fait plaisir de t'accueillir. Puis Guy, à un moment donné, on va suivre ton travail. J'espère que ça va bien aller. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir à l'émission. Merci beaucoup. Merci, M. Lapierre. Merci beaucoup. Combien? J'ai le plaisir d'accueillir une invitée très polyvalente, Madame Lise Fortin. Bienvenue à l'émission. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir. Madame Fortin, moi, je vous connais depuis un certain temps. Vous étiez très jeune encore, vous êtes encore très jeune. À un moment donné, dites-moi, qu'est-ce qui vous a emmené à vous emmener dans le milieu culturel des artistes? Bien, je viens d'une famille où il y avait beaucoup de musique et mon père faisait de la peinture. Donc, le matériel était là et ça m'attirait beaucoup. J'ai toujours aimé les passe-temps parce que c'était solitaire aussi. Je faisais de la peinture, je suis devenue céramiste potière, j'ai appris le piano. Ah, vous avez fait de la peinture? J'ai commencé par faire de la musique, mais rendu à 17 ans, j'aimais mieux le dessin. Je faisais les portraits de mes amis. Puis j'ai fait le choix de l'art visuel plutôt que la musique, même si ça m'intéressait beaucoup. Et puis, je suis devenue professeure d'art plastique. Puis là, j'ai découvert la poterie. La poterie. Je suis devenue céramiste potière pendant 10-12 ans. Oui. Je faisais les salons des métiers d'art. J'adorais beaucoup. C'est l'allergie, après avoir eu ma fille. Je suis devenue allergique à la poussière. Donc, je suis retournée au dessin et à la peinture. Et en même temps que je faisais cette étape-là, je constatais, même si j'étais une artiste, que dans ma vie relationnelle, affective, j'avais des petits problèmes. On dit beaucoup développer l'artiste en vous, mais je me disais, je le suis, pourtant, je l'ai toujours été. Et comment ça se fait que ça ne règle pas tout?
Et ça m'a beaucoup questionnée. Et comme je vivais mal un peu mes relations affectives, j'ai commencé à faire une démarche pour me connaître. Et là, j'ai compris tellement de choses de ma vie. J'ai compris pourquoi j'avais peur des gens. J'ai compris pourquoi je faisais les gens de profil plutôt que de face comme artiste. Parce que je n'aimais pas le regard des gens, j'en avais peur. Ah bon? Quand on fait les gens de profil, ils ne nous regardent pas. J'ai compris tous mes choix d'artiste finalement. Et j'ai compris aussi pourquoi j'étais si mal avec l'identité d'artiste, pas avec l'art. Pas avec l'activité artistique, mais il y a beaucoup de gens qui sont tellement fiers de dire je suis une artiste. Et moi, ça me mettait un petit peu mal à l'aise. Alors, je me questionnais comment ça se fait que pour moi, je ne suis pas fière, même si j'adore l'activité, c'est mon métier. Là. Je suis ravie et c'est le bonheur total quand on est dans une activité artistique. Alors, mon cheminement m'a amené à comprendre tout simplement que moi, j'ai été abusée par mon père quand j'étais jeune. Ah oui? Et comme il était artiste, j'ai associé artiste et dysfonctionnement relationnel. Est-ce que c'est de Laval? Pardon? Est-ce que vous étiez de Laval? Non, moi, je suis du Lac-Saint-Jean, de Dolbeau-Mistassini. Okay. Maintenant, ça s'appelle Dolbeau-Mistassini. Oui. Et quand je voyais des films, Picasso, par exemple, qui était si mauvais père et si mauvais dans ses relations, quand j'entendais parler du refus global où les peintres ont abandonné leurs enfants, j'avais des problèmes avec l'identité d'artiste, sans être consciente que ça touchait ma propre identité. Si mon père, qui était artiste, faisait ça, est-ce que moi, comme artiste, je vais devenir ça? OK. Et quand j'ai fait la clarté là-dessus, bien, j'ai compris que non, il n'y a aucun danger, c'est pas un héritage. Et c'est pas parce qu'on est un artiste qu'on est automatiquement dysfonctionnel dans nos relations, mais ce serait le fun qu'on s'en occupe. Ce serait le fun que, tout en étant intéressé par la beauté, par l'harmonie, c'est ce que moi je cherche en art, je puisse la vivre dans ma vie aussi. Ce qui fait que ma démarche d'artiste a changé. Par exemple, quand je faisais des tableaux, bien, pour moi, un tableau, une fois encadré, il était terminé. Puis il restait à le vendre. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me dire comment ça se fait que tout d'un coup, je fais tel type d'œuvre, un peu différente d'avant. Qu'est-ce que ça dit de moi aujourd'hui? Comment ça se fait que... Et là, je voyais que ça parlait de ce que je vivais de façon symbolique. Et je me suis mis à mettre des mots après avoir peint l'œuvre ou, quand me venait une émotion en peignant, j'écrivais ce que je vivais là-dessus. Puis là, je comprenais toutes sortes de choses de moi qui m'aidaient à mieux vivre et qui faisaient que j'étais plus audacieuse dans mon art aussi. C'est-à-dire, je me demandais plus ce que les autres voulaient que je fasse ou ce qu'ils aimeraient que je fasse, mais j'allais plus vers ma façon d'être artiste, qui n'est pas nécessairement celle que j'étais 20 ans plus tôt. Donc, ça m'a beaucoup intéressée et je me suis beaucoup questionnée parce qu'en connaissant mieux, je suis devenue une meilleure artiste, plus autonome, plus solide. Et je me suis aperçue que pour moi, être artiste, c'est travailler à la beauté du monde, mais les relations humaines, c'est aussi la beauté du monde. Si je comprends bien, quand vous faites un tableau, par exemple, où vous exprimez des émotions pour vous. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours des émotions de type esthétique ou de type psychologique. OK, d'accord. Je peux travailler à partir de quelque chose que je trouve simplement beau, je pars avec ça, et tout à coup, peut s'éveiller une émotion psychologique, une peine, une joie, et je m'y intéresse. Je peux aussi partir en ce moment, j'ai fait beaucoup de portraits d'enfants, j'ai fait beaucoup de portraits des gens pendant longtemps, ça a été ma priorité. Mais maintenant, si je vis quelque chose de difficile dans ma manière d'être, je me dis, comment j'illustrerais cette situation-là? Je la peins, ça finit par donner une œuvre, mais en la faisant, je découvre mes blocages, mes difficultés. Et là, je peux à la fois peindre une belle œuvre et avancer dans ma propre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire qu'une œuvre en art visuel, c'est une intuition imagée. Ce sera le sujet de mon prochain livre, parce que si je comprends que l'œuvre que j'ai créée parle de moi, et que je mets des mots dessus, j'apprends plus sur moi. Okay. Je pense que les gens qui aiment peindre ou créer des sculptures, peu importe, ils parlent d'un sujet qui les préoccupe, ils parlent d'eux en même temps, mais on ne sait pas combien d'artistes à qui j'ai demandé, tu t'exprimes, tu dis quoi de toi dans tes œuvres, puis il manque de mots. Il y a des artistes qui disent qu'en art visuel, on n'est pas supposé avoir accès aux mots. Moi, je dis non. C'est deux hémisphères qu'on a, un qui est visuel, un qui est verbal. Puis si les deux se rencontrent, on est beaucoup plus créateur, d'ailleurs, quand le contact entre les deux se fait. Quand je parle de créativité au sens large du mot, et pas juste dans l'œuvre. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Risquer sa vie à la vie ». J'en profite pour vous le présenter. Ça montre ça. Qui parle de l'impact des blessures d'enfance. Et le titre, c'est? C'est « Risquer sa vie à la vivre ». Oui, d'accord. Et le sujet, c'est l'impact des blessures d'enfance et du manque de savoir-faire sur la créativité des adultes. Alors, c'est parfois... Mais vous en aviez à compter, madame, quand même? Oui, bien, c'est une recherche sur la créativité. C'est pas ma biographie. C'est juste... je donne des exemples de comment notre histoire impacte sur notre créativité. Si je n'avais pas redécouvert mon histoire, si je n'avais pas repris l'accès aux mots, parce que quand on est abusé, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, l'accès aux mots, chez moi, était coupé. J'avais quand même des aptitudes en art visuel, donc j'ai développé celui-là.
Mais c'est pratique en art visuel, on se tait. C'est une belle occasion de se taire, l'art visuel. Si on ne met pas de mots dessus pour aller... quand je dis se taire, on parle quand même, mais de façon inconsciente, de façon subtile, ce qui fait qu'on n'est jamais pris avec les mots si on en a peur ou si on est piégé là-dedans. Alors, comme j'ai retrouvé l'accès aux mots, ça ne m'enlève rien comme artiste en art visuel, mais je suis plus équipée. Donc, souvent, notre histoire va faire qu'on va être intéressé à un sujet plutôt qu'à un autre, ce qui est mon cas. Et je vais donner des exemples dans d'autres domaines. Alors, parfois, c'est nos blessures qui nous empêchent de créer, puis d'être unique, puis de créer, d'aller où on veut. Et parfois, on ne sait juste pas comment faire. Il y a des gens qui disent « je rêve de dessiner ma petite fille, mais je ne sais pas dessiner ». Oui, bien, on va l'apprendre. Je suis artiste, mais je ne gagne pas ma vie. Bien, ça s'apprend à apprendre à se vendre, à se promouvoir. C'est des choses qui s'apprennent. Il ne faut pas abdiquer des parties qui nous manquent pour pouvoir vivre à partir de ce qui nous compte vraiment pour nous. Puis on n'a pas... Moi, quand je faisais des cours à l'université, j'ai un professeur qui m'a dit « Lise, tu essaies trop de t'exprimer. » Bien là, j'entendais des choses qui ne correspondent pas à ce désir de s'exprimer. Maintenant, ce que chacun veut exprimer, ça lui appartient. Mais j'ai vu des gens qui disent « si je fais de l'abstrait, ma famille trouve que c'est niaiseux ». D'autres disent « si je fais du paysage, ils trouvent que c'est pas de l'art ». À chacun ses défis, puis il faut aller où ça compte pour nous. Et vous faites de l'abstrait ou du réaliste? Moi, je fais, je dirais hyper réaliste aujourd'hui. C'est des œuvres symboliques, c'est-à-dire je peux faire une pianiste sur le bord d'un ravin, je peux faire une femme qui peint le ciel. J'aime beaucoup le corps humain, j'aime beaucoup la réalité. Évidemment agrémenté sous forme de poésie. L'abstrait me touche moins. Il peut me servir, l'abstrait, pour faire des découvertes sur moi, mais c'est plus une activité personnelle, c'est moins ce que j'ai le goût de... Alors, lorsque vous écrivez, vous ne parlez pas du développement de votre personnalité uniquement, mais vous faites aussi de la poésie. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai résumé l'œuvre dans un texte, que je rends universel, je n'ai pas besoin de raconter exactement les détails de ma vie, mais que je rends universel, le texte rejoint autant les gens que l'œuvre. Mais c'est à partir de l'œuvre que j'ai compris. Par exemple, je faisais une œuvre, je voulais faire une œuvre sur l'impasse. J'avais fait une femme sur le bord d'un précipice puis qui n'avait pas accès au beau ciel devant elle. Puis en la faisant, j'ai compris que mon impasse à moi, en fait, je suis tombée dans l'impasse en le faisant, mon impasse à moi, c'est quand je refuse l'intuition qui vient. Parce que tout le long de ma toile, il y a quelque chose qui me disait « mets un pinceau dans sa main ». Puis je me disais « ben non, moi je fais un tableau sur l'impasse ». J'ai compris que cette rigidité-là, acquise dans mon histoire, faisait que je ne pouvais pas avancer, j'étais dans l'impasse. Et quand j'ai accepté cette intuition-là qui se disait en moi, puis j'ai mis le pinceau, tout a débloqué, puis c'est devenu « risque ta vie à la vivre ». Là. Je veux dire, les choses ne se passent pas comme prévu. Ton intuition, bien, elle se dit des fois 10, 15 fois, mais tu ne l'écoutes pas parce que mon projet de départ, c'était ça, c'était pas ça. Alors, c'est là qu'est devenu d'ailleurs le titre de mon livre « Risquer sa vie à la vivre », c'est que par un tableau que j'ai fait, que j'ai voulu faire sur ma façon d'être dans l'impasse, j'ai débloqué et je suis allée faire d'autres choses. Et j'ai osé le livre parce que quand on vit des abus puis les secrets de famille, on a très peur de se dire. Donc, pour moi, c'était comme dangereux de publier un livre. Mais en même temps, ça aurait été dangereux de laisser mon histoire m'empêcher de parler de toute mon expérience d'artiste, de personne, de créatrice, de formatrice en créativité. Fait que c'est triste de se priver à partir d'interdits de l'éducation, de tout notre potentiel qu'on peut partager aux autres. C'est ça. Alors, j'ai pris le risque et finalement, là, la peur s'est envolée, parce que c'était une peur d'enfant. C'était plus une réalité dans la situation d'aujourd'hui. Mais des fois, on reste pris dans les peurs d'autrefois, celles qui nous empêchent d'être la personne créative qu'on a à être aujourd'hui. Et pour moi, ce que j'ai compris avec le temps, en plus de mon art, c'est que aider les personnes à être des créateurs, des créatrices, plus loin que ce qu'ils sont habitués ou ce qu'on leur a permis, ça compte beaucoup pour moi. C'est pour ça que je suis autant formatrice qu'artiste. Cette philosophie de vie, est-ce que vous essayez d'aider les gens, de l'inculquer à d'autres aussi? Ah, certainement. Bon, alors, quelle façon? J'enseigne l'art associé à la connaissance de soi. Alors, vous donnez des cours d'art? Oui, dessin, peinture. Mettons, des gens veulent prendre des cours de peinture, par exemple, ou de dessin, je suppose. Alors, je donne toutes les techniques, sauf que en plus, je regarde si le problème de la personne est technique, alors on va trouver une solution technique. Si la personne a de la misère à assumer ses goûts, bien, elle va dire, par exemple, « C'est-tu correct ce que je fais? » Bien, c'est à toi de décider, c'est ton œuvre. Alors, je vais travailler sur la confiance en soi et sur le perfectionnisme parce que on est beaucoup de monde à être perfectionniste, c'est-à-dire à ne pas être capable d'apprécier ce qu'on fait. Le perfectionnisme, c'est pas aimer le travail bien fait, c'est pas être capable d'apprécier le beau travail qu'on fait. Alors, on travaille à tous ces niveaux-là. Je suis formée en relation d'aide aussi, ce qui me permet de savoir si le problème est technique, question de goût, ou la relation avec ce qui vient de nous. Parce que si
vous pensez que ce qui vient de vous n'est pas acceptable ou sympathique, bien, vous ne le présenterez pas au monde. Alors, c'est aussi important de travailler là-dessus que sur la technique et sur l'œuvre. Est-ce que vous considérez que les gens qui ont beaucoup de carences chez les gens, à un moment donné, au niveau de la personnalité, est-ce qu'il y a un grand besoin chez l'être humain? Oui, il y a un grand besoin. Puis, de transposer aussi, je trouve que la peinture, c'est un petit laboratoire de notre façon de fonctionner. Si j'ose pas commencer, par exemple, mon œuvre, dans ma vie non plus, j'ose pas commencer. Il y a des gens qui ont de la misère à terminer ce qu'ils commencent. Dans l'œuvre, dans leur vie aussi. Il y a des gens qui ont de la difficulté à s'évaluer. Ils vont se critiquer, mais pas s'évaluer. Ah, je suis bon là-dedans, je suis moins bon là-dedans, je vais aller chercher ça. Alors, tous ces comportements-là qui sont liés à la créativité, c'est intéressant de voir dans le petit laboratoire artistique, puis de les appliquer dans notre vie courante. Je donne aussi des sessions de connaissance de soi où on apprend à nommer nos objectifs, art ou pas art. Parce que je rencontrais des gens d'affaires qui me disaient « Ah, toi, tu es une artiste, moi, j'ai pas de créativité. » C'est ça. Tu es employé, tu fais vivre du monde. Pourquoi tu ne reconnais pas ta forme de créativité à toi? Lise Fortin, il nous reste très peu de temps. Alors, c'est une invitation aux gens d'abord qui veulent prendre des cours de peinture, de dessin, et puis qui veulent en même temps se former un petit peu leur intérieur, se solidifier. d'aller vous rencontrer. Oui. Alors, on vous consulte sur Internet, je suppose? Oui, j'ai ma page qui s'appelle Centre de créativité Lise Fortin. Oui. Et ma page Facebook. Et j'ai aussi mon site Internet qui s'appelle Créativité, CREATIVIE.com, pour créativité au service de la vie, ce qui est l'essentiel de mon objectif d'artiste. Et vous demeurez à Sainte-Rose. À Sainte-Rose à Laval. Une bonne Lavalloise qui fait une bonne artiste. Alors, c'est un grand plaisir de t'accueillir, Lise. Puis bon succès dans tes entreprises. J'espère qu'on va avoir le plaisir de se revoir. Je Merci l'espère aussi. beaucoup, c'est Merci. gentil.